La Russie pourrait-elle entamer une guerre nucléaire? Au regard de l'escalade inédite de la violence physique et verbale ces derniers jours, le sujet est très sérieusement mis sur la table. Vladimir Poutine vient d'annoncer mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe, une force qui peut comprendre une composante nucléaire. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. La guerre vient changer de nature. Ce qui veut dire très clairement que si nos dirigeants manquent de sang-froid, Londres, Paris, Berlin et New York peuvent être détruits demain matin. Sur ces images, un journaliste russe rassure les citoyens en passant en revue le potentiel nucléaire du pays, le plus puissant du monde, de quoi garantir la destruction des États-Unis et de tous les pays de l'OTAN selon lui. On rappelle très rapidement les faits. Au moment où on tourne cette vidéo, la Russie a commencé à envahir l'Ukraine jeudi dernier, alors que peu de gens pensaient qu'il le ferait. Les Ukrainiens résistent, mais ils sont clairement en infériorité numérique et militaire, et leur défaite est probable. En réaction, les pays occidentaux ont condamné cette attaque. L'OTAN, l'alliance militaire occidentale, a décidé de ne pas intervenir militairement pour soutenir les Ukrainiens. Les pays occidentaux ont en revanche mis en place une série de sanctions économiques et ont décidé d'envoyer des armes à l'Ukraine. Suite à quoi, Vladimir Poutine a annoncé officiellement mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe qui peut comprendre une composante nucléaire. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que le président russe brandit l'arme nucléaire. Déjà, dans sa déclaration de guerre jeudi dernier, il a menacé les pays qui tenteraient de s'interposer dans sa guerre avec l'Ukraine de conséquences que vous n'avez jamais connues auparavant dans votre histoire, ce qui est clairement une référence à l'arme nucléaire. Alors, qu'est-ce qui change exactement cette fois-ci? Jean-Marie Collin explique dans le magazine L'Express, il ne s'agit pas d'une menace nucléaire classique, cela signifie qu'un ensemble d'actions vont être prises afin que la Russie soit rapidement prête à utiliser l'arme nucléaire. Comment? Ce n'est pas très clair. Selon Associated Press, les armes terrestres et sous-marines nucléaires russes sont préparées pour être opérationnelles à tout moment, mais pas les bombardiers nucléaires. Bref, les Russes se préparent à utiliser l'arme nucléaire, mais on ne sait pas comment exactement. Ce qu'on sait, c'est que la Russie représente la deuxième puissance en termes de capacité nucléaire militaire. Elle possède près de 6000 armes nucléaires, un peu plus que les États-Unis. Mais ce qui fait peur, ce n'est pas tant la quantité, c'est notamment Satan II, un missile nucléaire qui peut raser un pays de la taille de la France. Il peut faire le trajet Moscou-Londres en 6 minutes seulement et sa capacité d'action peut s'étendre jusqu'à 10 000 km. Alors maintenant qu'on sait ça, la grande question qu'on se pose, c'est la Russie peut-elle vraiment commencer une guerre nucléaire ? C'est-à-dire prendre la décision d'utiliser ses armes. Car cette menace, aussi ouverte, représente la levée d'un tabou. Il ne s'agit plus d'allusions classiques dans la dissuasion nucléaire, mais de menaces de mise à exécution immédiate. Depuis les années 60, la bombe atomique était d'abord une arme de dissuasion, servant à un usage de politique internationale et non militaire. Aujourd'hui, on passe d'une utilisation dissuasive de la force nucléaire à une position offensive et agressive. Désormais, Moscou ne se contente plus de dissuader. La Russie semble utiliser l'arme nucléaire pour forcer des pays à accepter sa politique, et ça marque un tournant. On peut donc légitimement se demander jusqu'où Vladimir Poutine est prêt à aller. Et autant vous dire que personne ne le sait vraiment, sinon la guerre s'arrêterait tout de suite. Personne n'est aujourd'hui capable de vous dire avec certitude ce qu'est prêt à faire Vladimir Poutine. Et c'est exactement ce qu'il recherche. Cela fait partie de la stratégie militaire. Tout est question de rapport de force. Et son imprévisibilité lui confère de la force, justement. Certains invoquent des raisons psychiatriques à ces menaces et au comportement de Vladimir Poutine. On est entré en 1984, la même année, à la même école du KGB. Et d'ailleurs, c'est là où on peut déjà citer une caractéristique qu'on lui a donnée. Il sous-estime le danger. Donc, il est dangereux pour lui. Il est dangereux pour le service. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a raté sa carrière d'espion. On l'a renvoyé à Leningrad. Et ça part de là. C'est-à-dire qu'il faut le prendre vraiment au sérieux. Parce qu'il est capable de tout, malheureusement. Le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune, parle du président en ces termes. Il y a eu une analyse extrêmement violente, un peu délirante ou paranoïaque, mais construite,
malheureusement de la part de Vladimir Poutine. Des rumeurs le disent malade, atteint d'un Covid long, de la maladie de Parkinson ou même d'un cancer qui lui laisserait peu de temps à vivre. Mais la réalité, c'est que nous n'en savons rien. Ces hypothèses ont toutes été démenties par le Kremlin et elles sont invérifiables. Pour la maîtresse de conférence, Anna-Colline Lebedev, ce n'est de toute façon pas la question. Poutine est fou, peut-être, mais peu importe. Car nous avons surtout besoin de comprendre la rationalité interne de son action. Nous avons besoin de cerner l'étendue de son projet, de voir ses points saillants. Et ce sont bien ces données qui nous manquent, puisque la grande majorité des observateurs a été déboussolée par l'invasion de l'Ukraine, même si elle s'inscrit sur fond de tensions croissantes dans la région depuis des années. Des experts comme Héloïse Fayet estiment qu'il ne faut pas paniquer, car Vladimir Poutine cherche justement à nous affoler. Elle explique au Figaro qu'il invoque les menaces extrêmes afin de contraindre très rapidement l'adversaire à ne pas agir et parvenir ainsi à la désescalade justement. C'est la doctrine du escalate to de-escalate. Gaspard Schnitzler semble partager cette analyse. Pour lui, il s'agit d'une stratégie de communication. Il estime qu'il est totalement improbable que la Russie ait recours à des armes nucléaires, car cela plongerait l'Europe dans un conflit comme elle en a jamais connu. Je vois bien ce que fait Vladimir Poutine. Je le connais pour l'avoir, si je puis dire, pratiqué. Là, il est en train de créer un climat pour faire peur, pour impressionner. D'où la menace nucléaire. Dont il sait parfaitement. Est-ce que c'est du bluff ? Bien sûr. Dont il sait. Vous pensez que c'est du bluff ? Oui, bien sûr que c'est du bluff, puisqu'il sait parfaitement que s'il devait utiliser l'arme nucléaire, il y aurait en réponse une réaction américaine, une réaction de tous les pays qui disposent de la force de dissuasion en Europe, c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni, une réaction qui serait extrêmement forte et qui engendrerait des dégâts considérables. Mais d'autres spécialistes sont moins rassurants. On est dans une crise mondiale, véritablement mondiale, qui peut amener à la destruction du monde. L'important maintenant est toujours le dialogue. Nous n'avons pas connu de crise de cette nature depuis 1962, il y a 60 ans. Nous avions affaire à des dirigeants rationnel, il s'agissait de Kennedy et Khrouchtchev. La crise a duré 13 jours et on en est sorti, après avoir cru à la fin du monde plusieurs fois, on en est sorti par le haut. Monsieur Khrouchtchev, à la différence de monsieur Poutine, était tenu par son parti. Je dois faire comme si monsieur Poutine allait utiliser ces armes nucléaires ou avait dans la tête de le faire. Et donc c'est par rapport à cette donnée-là que je dois prendre dans mon raisonnement stratégique et ne pas dire c'est disproportionné, c'est pas raisonnable, etc. Oui, ça n'est pas proportionné et ça n'est pas raisonnable, mais cela a été dit par quelqu'un qui peut lancer en quelques dizaines de minutes 6000 têtes nucléaires dans le monde. Alors, il est clair que ce n'est pas l'hypothèse la plus probable, mais elle pourrait le devenir si on ne la prend pas en compte. Hans Christensen, analyste nucléaire à la Fédération des scientifiques américains, estime que le risque d'une guerre nucléaire est bien réel. Si Vladimir Poutine prépare ses bombardiers au combat nucléaire, alors les États-Unis pourraient se sentir obligés de répondre. Crainte partagée par François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, qui estime qu'il faut prendre très au sérieux cette menace nucléaire. Face à cela, les Occidentaux ont un temps brandi eux aussi la menace nucléaire à demi-mot avant les déclarations de Poutine ce dimanche. Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. Mais depuis que le chef du Kremlin est passé à la vitesse supérieure en termes de menaces, les Occidentaux refusent pour l'instant de rentrer dans l'escalade des mots. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, et Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe, ont dénoncé la rhétorique dangereuse de Moscou. This is dangerous rhetoric. This is a behavior which is irresponsible. C'est en tout cas une annonce qui est absolument irresponsable. Nous devons tous condamner avec fermeté. Et ça montre que l'on doit prendre très au sérieux la situation actuelle. Que Poutine bluffe ou non, et même s'il semble encore relativement peu probable qu'une attaque nucléaire ait lieu, ces menaces ne sont donc pas anodines, vous l'aurez compris. De plus, comme le rappelle cette vidéo du Monde, une guerre nucléaire peut aussi être déclenchée par une erreur humaine, un manque d'information ou un malentendu, et cette probabilité s'accroît avec la montée des tensions. C'est comme ça qu'on est passé très très près d'une guerre nucléaire en 1962. Il serait faux de croire que les arsenaux nucléaires peuvent être sujets à un contrôle absolu et qu'ils sont opérés par des individus parfaitement prévisibles. Et si les États-Unis l'ont au moins en partie intégré, eh bien ce sont les seuls dont nous puissions vraiment vous parler.
Dans les autres pays détenteurs de l'arme nucléaire, les informations à ce sujet sont rares ou inexistantes, et les archives gardées la plupart du temps secrètes, comme en Russie, en Chine ou en Corée du Nord. Cela signifie deux choses. Les 32 Broken Arrow américaines ne sont probablement qu'une petite partie visible de toutes les fois où le monde est passé près de la catastrophe. Et par extension, nous ignorons donc dans quelle mesure ces autres pays détenteurs de l'arme prennent en compte le rôle de la chance, c'est-à-dire de tout ce qui échappe à ce qu'ils peuvent contrôler. Dans cet article du Monde diplomatique, qui date de 1962, on peut trouver une conclusion que je trouve toujours d'actualité. On a de bonnes raisons de croire que même les prédictions les plus osées quant aux ravages que causerait une guerre nucléaire généralisée ou totale ne sont pas exagérées. Il n'y a personne pour soutenir que le monde serait encore ce qu'il est aujourd'hui après une telle guerre. Toute la conception de la défense occidentale doit être fondée sur le principe qu'il faut empêcher la guerre et sur la nécessité d'éviter le déclenchement d'une réaction en chaîne si jamais des hostilités limitées devaient éclater et entraîner l'utilisation d'armes nucléaires. Dans ces conditions, le désarmement général, soumis à l'inspection et au contrôle, n'a pas besoin d'autres justifications. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. J'en profite pour vous rappeler que depuis le début de cette guerre, il est très compliqué de s'informer correctement et de manière exhaustive, y compris pour nous les journalistes. Une guerre, c'est aussi une guerre de l'information. L'opinion publique joue toujours un rôle crucial. À Blast, nous faisons de notre mieux, nous essayons de réunir les informations que nous estimons fiables, nous échangeons avec des personnes qui sont sur place et nous croisons nos sources. Mais nous ne sommes pas infaillibles et personne ne l'est actuellement. Le fait que les médias russes soient désormais interdits par l'Union européenne montre bien que l'influence de l'opinion publique est un enjeu de taille, d'un côté comme de l'autre, et ce, dans n'importe quelle guerre. Je vous rappelle donc que vérifier les vidéos, photos ou déclarations chocs que vous voyez passer sur les réseaux sociaux est absolument fondamental. Suivez un travail journalistique de préférence. Regardez qui vous propose cette information et s'il vous plaît, ne partagez pas de contenu dont vous ne connaissez pas la source. À la fin de la semaine, je reviendrai dans une nouvelle émission sur les sanctions économiques imposées à la Russie. Quelles sont-elles exactement? Quel est leur impact? Que pourrions-nous faire d'autre? Ces sanctions peuvent-elles réellement dissuader Vladimir Poutine? Je vais travailler là-dessus toute la semaine. Je vous rappelle que Blast n'est financé que par son audience, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.